Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour cette table ronde, elle sera en français. Et on essaiera d'aborder un sujet très stratégique et très intéressant. Comment on peut passer du Web 2 vers le Web 3 avec des professionnels qui vont m'accompagner pendant cette table ronde. Je vais demander à mes collègues et mes participants de se présenter. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Ethan. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ethan. Non. Bon, pour faire simple, je suis le cofondateur d'un projet qui s'appelle PayConsent. On est le projet gagnant de la Paris Blockchain Week et on a récemment rejoint Station F avec le soutien de Binance. Et donc voilà, je suis quelqu'un de très curieux, très passionné, profondément passionné par les technologies de la blockchain. Dès l'instant où j'ai mis le pied dedans, j'ai vu le potentiel et je m'y suis fortement intéressé. Et donc voilà, le simple fait que je sois là, devant vous, ça vous témoigne quand même des convictions fortes que j'ai pour le futur de cette technologie. Donc voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble et puis voilà. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, Benjamin Moget. Moi j'aide principalement les sociétés à investir en crypto, NFT et equity de boîtes Web3. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour autre chose, que j'ai monté le premier master format business school reconnu en Union européenne sur la blockchain. Voilà. Et j'aurais une petite question pour vous, afin de vous catégoriser et peut-être d'avoir un discours plus adapté. Qui a de la crypto ici? Et qui a des NFT? Ok. Très bien. Une belle entrée en matière. À toi, cher Michel. Merci Mehdi. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Michel Kazaka. Je suis fondateur d'un cabinet de conseil dans les crypto-paiements. J'ai 17 ans d'expérience dans l'industrie bancaire, commerçant, industriel, les paiements classiques, quoi, Visa, Mastercard, Apple Pay. On a fait beaucoup d'innovations dans ce secteur, mais bien sûr, moi, dès 2010, j'étais en Australie, j'ai découvert le Bitcoin en 2010, donc assez tôt quand même, et je me suis industrialisé sur la partie, d'un côté, paiement en blockchain, paiement en crypto. La blockchain dans l'industrie bancaire, les commerçants, et les paiements en Bitcoin, Bitcoin Lightning et autres cas d'usage. J'enseigne aussi dans des universités, des masters sécurité sur blockchain, donc master cybersécurité, ingénieur cybersécurité, le rôle de la blockchain dans la sécurité du Web3. Et je suis aussi conférencier et j'ai publié un papier récemment sur l'efficience énergétique de Bitcoin comparée à l'efficience énergétique de l'industrie bancaire. Voilà. Merci beaucoup Michel, je sais que ton CV est très long comme les personnes qui sont avec toi. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis une personne qui s'occupe d'une entreprise de consulting. Je fais de la fusion-acquisition Web 2 dans le Web 3. Malheureusement, cette activité elle est régie par des critères de NDA et de confidentialité. Je participe à des événements, j'aide les personnes à fonder leurs projets avec des pitch decks, leurs rencontres avec les investisseurs et je donne aussi des cours et quelques conférences. J'ai eu la chance d'être conférencier TEDx il n'y a pas longtemps. Je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par toi, cher Michel. Vu que tu as quand même l'expérience dans le Web 2 et même dans le Web 1, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que le Web 2 ? Qu'est-ce qu'il diffère du Web 1? Quels étaient les principaux changements et révolutions technologiques introduits par le Web 2? Deuxième tranche, comme ça tu auras la réponse complète à ma question. Quelle est la définition du Web 3 concernant le Web 2? Comment se différencie? Afin juste de planter le décor. Et après, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors moi je peux frimer un peu parce que je suis expert Web 1, ça commence à être rare. Alors c'est quoi Web 1, c'est quoi Web 2, Web 3? C'est des appellations, elles ne sont pas marketing, hein, mais il y a des définitions derrière. Internet est né dans les années 70. Alors j'étais très petit, j'étais pas né en 70. Mais bon, Internet est né dans les années 70, c'était quoi? C'était des serveurs qui envoyaient des paquets d'informations entre eux, ça ne faisait pas de service encore. Sur ça on a mis du HTML, on a mis des pages web, on a mis des serveurs mail, on a commencé à créer des protocoles comme SMTP, on a même créé le protocole d'Internet lui-même, qui avait plein de protocoles au début, UDP, TCP/IP, NNTP, puis finalement c'est TCP/IP qui est devenu beaucoup plus standard. Donc ça on peut par approximation, c'est pas précis, par approximation dire c'est du Web 1. Le Web 2, il est venu comme une couche dans les années, on va dire, 90, et l'inventeur du Web 2, il est encore vivant, il est vieux, mais il est encore vivant, et le jour où il a inventé le Web 2, il a dit une phrase qui est restée dans l'histoire. Je vais vous la lire en anglais et peut-être la traduire. By connecting information on the web, we empower ourselves to discover facts, generate ideas, transact business, and build relationships at a pace and scale never before possible in the analog world.
Donc c'est Tim Berners-Lee, dans les années 90, qui a dit cette jolie phrase. Il a vu dès le départ qu'on a inventé le Web 2 pour faire du e-commerce, pour faire du knowledge, des formations, des livres en ligne, la connaissance en ligne. C'est Internet de la connaissance, c'est Internet de la data et du commerce. Moi, je viens du monde des paiements, donc je peux vous dire qu'effectivement, les paiements électroniques sont nés par la carte bancaire d'un côté, qui est inventée en France, et aussi par le web, et la partie cryptographique. Et donc, le Web 2, il a évolué, il a pris des années à faire du web service, à mettre en place des applications web. Okay, ça a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, vous dites à une entreprise, je veux faire évoluer mon application, quel que soit le système. Souvent, la DSI, c'est mon métier en tant qu'ingénieur aussi informatique de vous dire, c'est dans la roadmap, et dans 6 mois, dans 12 mois, ça peut prendre 1 an pour que ça soit mis en place. Donc c'est devenu tellement complexe, les couches d'Internet Web 2, que c'est très 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 difficile à faire évoluer. Et c'est là où vient le Web 3. Il fait autre chose. Il ne vient pas bâtir encore une étage supplémentaire. Il vient au contraire tasser le Web 2 pour le mettre dans Internet. Ça veut dire quoi? Dans l'innovation au départ, elle est rare, elle est difficile, mais après, elle se commoditise. Ça veut dire que vous ne vous posez plus de questions comment on invente un smartphone, vous avez des smartphones. Vous ne vous cassez plus la tête que quelqu'un l'a inventé. Si vous l'achetez, c'est une commodité. Et donc, tous les services du Web 2 qui ont pris tellement de temps à devenir matures, rester complexes, le Web 3, il est censé, sa promesse, ce n'est pas encore ce qu'il a réussi à faire, sa promesse, c'est de dire, je vais mettre dans Internet tous ces services par conception. C'est Internet de la valeur, ça veut dire que je peux créer des actifs dessus, que je peux échanger les actifs, que je peux avoir de la propriété. Et donc, c'est ce que le Web 3 vient faire, il vient automatiser ce qu'on a essayé de construire et ce qui est encore très 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 redondant. J'espère avoir simplifié beaucoup c'est quoi le Web 1, 2, 3. Tout à fait. Je te remercie, cher Michel. Tu vas passer le micro à Benjamin. Avant de rentrer dans les cas d'usage qu'on aura pour la question qui va venir, j'ai envie de te dire quels sont les principaux avantages lorsqu'on passe du Web 2. Et comme tu es quand même une personne qui a fondé des programmes de master et que tu es quand même une référence dans l'analyse des NFT, quel est l'avantage du Web 3 par rapport au Web 2? Alors, pour une entreprise, ça peut être intéressant pour catégoriser ses clients, puisque comme tout est public, et aujourd'hui la plupart des blockchains sont publiques, elles tentent d'être décentralisées, et donc on peut collecter ces informations, alors que dans le Web 2, c'est extrêmement compliqué parce que c'est très opaque. Mais aujourd'hui, tu le disais, on est sur des promesses, et il y a très peu de choses qui ont vraiment été délivrées. On attend encore beaucoup du Web 3, et en termes de use case très pratique, il y a peu de choses. Je promouvois un petit peu ce concept sur LinkedIn. Aujourd'hui, le Web3, c'est principalement au-delà du trading et de tout ce qui est dégène, où là, il y a énormément de volume et on peut faire de l'argent, j'ai envie de dire, facilement, sans mettre trop d'énergie, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y a toute une communauté autour de ça où il y a beaucoup de volume. C'est surtout le proof of je me la pète, où en gros, le Web3 permet de prouver qu'on a bien un asset. Et là, par exemple, j'ai une belle montre, mais c'est peut-être Michel qui me l'a offert et c'est pas moi qui l'ai acheté. Et dans une économie de l'attention, où on le voit sur Twitter, sur Instagram, c'est très important d'avoir l'attention du public, ça se monétise très très fort, mais on ne peut pas prouver que les expériences qui sont faites, les photos qu'on fait et tout ça, elles sont bien réelles et que j'ai pas été invité, qu'on m'a payé, ou même par exemple pour un événement, que les gens n'ont pas tous été invités. Avec le Web3, on pourrait voir avec un système de ticketing que les gens ont bien payé leur ticket, ils l'ont payé tel jour et voilà ce qu'ils ont dans leur wallet. Ça permet d'avoir plus de traçabilité, de transparence dans un monde où avec le Web 2, on a fait énormément de fake aujourd'hui. Merci beaucoup, Benjamin. Je te repasse la question. Vu qu'on parle dans le Web3, on parle toujours de décentralisation. Et la question évidente que j'ai envie de te poser, cher Ethan, j'ai envie de te dire, qu'apporte vraiment la décentralisation par rapport à des technologies centralisées? Qu'est-ce que ça apporte, s'il te plaît? Je pense que, pour faire simple, ce que le Web3 a apporté, c'est le fait d'enlever les intermédiaires. Je pense qu'avoir retiré les intermédiaires, ça apporte une force en plus sur les services, la manière dont on va construire les produits de demain. Je peux commencer, il y a différents exemples qu'on peut parcourir ensemble. Mais déjà, notamment, par exemple, le fait de pouvoir, par exemple, le Zero Knowledge Proof. C'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Quand on compare un modèle d'authentification classique sur un website, on peut très bien se connecter avec, par exemple, son compte Google, etc. Mais ce qui est intéressant avec le Web3, c'est de pouvoir récupérer le ownership de ces données.
si je me connecte à une plateforme avec un Google, le fait que Google va délivrer toutes mes informations personnelles à la plateforme en question, même dans le cas où ça ne serait pas forcément utile, je pense que c'est quelque chose de dommage. Et ce qui est cool, c'est que le Zero Knowledge Proof apporte quelque chose d'extraordinaire, qui est de dire, bah voilà, nous maintenant, la nouvelle norme, ça va être de simplement délivrer les informations qui vont être essentielles pour la plateforme, lui donner uniquement les informations dont elle a véritablement besoin. Ce que j'aime bien aussi dans le Web3, c'est le fait que pour le marché secondaire, notamment l'apparition des NFT en 2021, ça a soulevé un point qui était intéressant. Le fait de pouvoir reverser des royalties automatiquement, ça c'est un moyen de leverage, c'est quelque chose d'extraordinaire pour tout le marché, forcément le marché secondaire, tout ce qui va toucher au milieu artistique de manière générale. Ça peut être le marché de l'art numérique, ça peut être le cinéma, ça peut être toutes ces choses-là qu'on pourra automatiser, pour lesquelles avant on aurait eu énormément de mal. Et une chose que je voulais aborder, je pense qu'il y a des choses extraordinaires que permettent la décentralisation qu'on ne pourrait pas faire en temps normal. Par exemple, tout ce qui toucherait à des protocoles de justice on-chain. Aujourd'hui, on sait que le modèle classique, traditionnel, pour pouvoir trancher et sur différentes problématiques de désaccord entre une entreprise et une autre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la décentralisation, les protocoles de justice on-chain, on va pouvoir faire intervenir des experts qui sont qualifiés autour d'une table ronde et à l'issue de ça, récupérer le vote et pouvoir faire ça. Donc, la force en réalité, c'est surtout de dire on ne va pas perdre de temps dans des démarches qui dureront des années, qui seront très coûteuses. L'idée, c'est de dire avec la justice on-chain, on pourra faire ça de manière fair et rapide. Merci beaucoup pour ces précisions. Bien entendu, nous vivons dans un monde par lequel il y a une transition. Et tu as mis le point à l'index sur la différence et l'apport de la décentralisation. Et tu as cité l'exemple de Chine. Et finalement, lorsqu'on est dans des situations géographiques différentes, le besoin d'avoir un sentiment, ou plutôt l'opportunité de décentralisation est très important. Donc il y a des obstacles. Et je reviens vers toi, cher Michel, en te disant quels sont les défis et les obstacles à surmonter pour que, finalement, le passage du Web 2 vers le Web 3 sera beaucoup plus facilité, selon toi? La question, elle est très compliquée dans le sens qu'il y a beaucoup d'étages dans la question, mais je vais commencer par une première ici. Qui ici s'est développé dans des langages de développement Web 3, du genre Solidity ou autre? Est-ce que vous avez des développeurs dans la salle? J'ai vu qu'il y en avait au moins un ou deux. Voilà. Donc, il n'y en a peut-être pas beaucoup, alors que peut-être dans ce genre d'événement, il faudrait qu'il y ait plus. Donc, c'est un des premiers éléments. Il n'y a pas assez de personnes qualifiées qui sont capables de construire et de bâtir des solutions qu'on peut taguer avec le mot Web3. Mais ce n'est pas la seule raison qu'il y a des défis. Parce que la question, c'était quoi les défis et les freins et comment accélérer cette adoption-là. Aujourd'hui, le passage de Web 2 au Web 3, moi, je vais vous parler de mes clients. Mes clients, c'est les grandes banques en France ou même en Australie ou aux États-Unis. Ces grandes banques-là ont des systèmes qui marchent encore parfois, alors pas tous, avec des langages très vieux comme du COBOL. Vous avez peut-être entendu parler de ce langage qui est trop vieux. Même moi, je n'ai pas appris. Moi, qui connais le Web 1, je ne connais pas encore le COBOL. Donc, et il y a encore des experts dans ces vieux langages. Donc, passer ces gens-là à des technologies très nouvelles, il y a une gestion du changement très compliquée pour eux. Il y a un apprentissage à faire. Donc, tout commence d'abord par l'apprentissage. Alors l'apprentissage se fait dans l'université, se fait dans les formations dans les grandes entreprises. C'est pour ça que plusieurs ici font des formations. Moi aussi, je donne des formations dans les entreprises pour tous les étages de l'entreprise, des grandes banques, des grands commerçants, du CEO, de la direction risque, du marketing, du juridique, des ingénieurs, des équipes sécurité. Et tout le monde ont des points de blocage. Alors les points de blocage les plus durs, c'est côté risque. Je vais parler des freins d'abord. Donc les grands freins dans les banques pour que les banques n'adoptent pas assez les technologies de type blockchain, c'est le département risque. Tous les autres départements, ça fait 10 ans qu'on travaille sur eux. Et on a déjà réussi à 1, les acculturer, 2, à les convaincre, 3, à trouver les cas d'usage, 4, à trouver les business models, 5, à trouver le go-to-market, 6, à apprendre, 7, à apporter la sécurité. Mais là où ça bloque, c'est le risque. Parce que dès qu'il manque un cadre d'un côté juridique, de l'autre côté calcul du risque, ils ne savent pas faire, ils bloquent. Donc ça, c'est le premier frein et le deuxième frein. Le premier frein, c'est formation, acculturation. Deuxième frein, c'est risque. Mais après, comment on accélère ça? Et peut-être je m'arrête là, Mehdi, en disant comment on accélère cette partie-là.
Donc la formation, les formations, il faut les continuer. Il faut avoir des ingénieurs qualifiés qui savent penser, réfléchir, avoir de l'ingénierie avec dans leur tête un paradigme distribué. Quand on dit distribué, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tout est distribué. Ça veut dire qu'il y a des parties du cas d'usage où on peut étudier est-ce que ça vaut la peine de le faire d'une façon distribuée, oui ou non. Parfois, ce n'est pas la peine. On dit on n'a pas besoin d'une blockchain pour ça. Ça, c'est un proverbe. C'est devenu un proverbe dans notre écosystème. You don't need a blockchain for that. Il y a plein de cas d'usage où il n'y a pas besoin de la blockchain. Il y a plein de cas d'usage où on en a besoin. Alors, par exemple, lesquels, et peut-être je m'arrête là, vous prenez un cas d'usage dans lequel il y a une chaîne de valeur spécialisée. Dans l'économie, lorsqu'on y a une chaîne de valeur spécialisée, ça veut dire, par exemple, dans le domaine de la santé, il y a des fabricants des pacemakers, il y a des distributeurs de ces équipements-là dans des palettes, il y a des lieux de stockage dans des data warehouses de ces équipements médicamenteux, il y a des conditions de stockage, il y a des distributeurs vers les pharmacies ou vers les hôpitaux, il y a les spécialistes qui les installent dans les corps, etc., les chirurgiens, et il y a le suivi. Donc vous voyez, sur chaque partie de la chaîne de valeur, il y a quelqu'un qui fait son job, il dit, moi, ma responsabilité commence là, s'arrête là, et je ne m'occupe plus du reste. Et pour donner des solutions, pour évoluer cette industrie, personne ne va la faire. Personne ne va dire pourquoi moi, je vais supporter moi seul le budget, la charge de créer une solution pour le reste de la chaîne de valeur. Et c'est, par exemple, dans ce genre de cas d'usage, où la blockchain fait sens. Parce que c'est une solution commune, mutuelle à tous, mais même indépendante carrément de tout ce que tout le monde utilise. Vous voyez, ça c'est des choses qu'on enseigne, il y a des méthodologies là-dessus, et donc il faut savoir quand est-ce qu'il faut utiliser le Web3, quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser, comment l'utiliser, et dans quelles conditions de conformité et compliance. Ce que je n'ai pas dit, c'est que moi j'audite des exchanges crypto, par exemple, sur leur conformité, lutte contre le blanchiment, anti-money laundering. Donc il y a déjà des solutions sur la partie risque et conformité. Voilà. Merci beaucoup Michel, tu peux donner le micro à Benjamin. Bien entendu, tu peux réagir à ce que Michel vient de dire et en même temps nous donner quelques cas auxquels on a réussi à l'utiliser dans le Web3 et que finalement ces cas d'usage ont donné leur pertinence, que finalement c'est quelque chose de concret, d'efficace, auquel tu pourras nous citer quelques exemples. Alors, j'ai un cas d'usage très franco-français, très rigolo et très facile à comprendre. J'ai récemment investi dans Intercellar, qui est une société qui tokenise des bouteilles de vin. Aujourd'hui, moi, je suis consommateur de vin Web 2. C'est un marché extrêmement opaque quand on va sur des bouteilles de haute qualité. C'est déjà très difficile de les avoir, puisqu'il faut avoir des allocations qui s'échangent par héritage. Et aujourd'hui, si on veut une bouteille bien placée en Vaune romanée, c'est minimum une quinzaine d'années d'attente, si ce n'est plus, pour une bouteille. Hein, une bouteille. Donc ça, c'est très compliqué. Et en plus, c'est très difficile de revendre sa bouteille si jamais je veux les acheter pour un investissement, parce qu'il y a tellement de faux qui sont bien faits que c'est assez difficile. Et puis rien n'a prouvé que cette bouteille qui vaut très cher, je l'ai bien conservée. Parce que ça se trouve, je l'ai mal conservée, je l'ai mis au chaud, ma bouteille, elle est flinguée. Intercellar a pour vocation, du coup, de laisser les bouteilles au domaine. Comme ça, on sait qu'elles sont parfaitement conservées. Et le domaine a une responsabilité sur la qualité de la bouteille jusqu'à qu'on la claim. Ça permet d'échanger le NFT de manière beaucoup plus simple que d'envoyer une bouteille, payer une assurance et tout ça. C'est un enfer. C'est très, très, très compliqué. Alors que échanger un NFT, ça prend 2 minutes. C'est très, très facile. Et ensuite, à n'importe quel moment, puisqu'il y a bien un moment quelqu'un qui va vouloir la boire, cette bouteille, il peut la claim et du coup, le domaine lui envoie chez lui. Voilà. Donc là, ça résout deux choses. Le domaine, ça lui permet de contrôler comment il gère son stock de bouteilles et vraiment à qui il les envoie. Ça augmente la liquidité sur ce marché et il peut voir que ça ne va pas sur des marchés noirs un petit peu bizarres. Et eux, ça leur permet de diminuer énormément la partie contrefaçon des bouteilles, puisque si ça se démocratise de plus en plus, on verra qu'une bouteille où il n'y a pas attaché de NFT, c'est que c'est forcément une fausse, puisqu'il y a un NFT par bouteille. Et c'est très facile après de voir, je sais pas, le NFT, ça peut être une bouteille, voilà, elle est de couleur rouge parce qu'il y a du vin. Et quand elle est claim, soit elle est vide ou on la met en noir et blanc, et là, ça veut dire qu'elle n'est plus disponible. Magnifique, Benjamin. Tu nous as donné un exemple avec un cas d'usage précis. Et ça montre que dans la vraie vie du Web 2, on a quand même besoin de cette solution Web 3 afin d'améliorer l'efficience de la distribution, l'authenticité, comme tu l'as bien dit, de vérifier qu'on a vraiment acquis l'investissement d'un produit qui n'a pas forcément eu un impact dans sa qualité. Je reviens vers toi, cher Ethan. Donc, suite à ce qu'on vient d'entendre, donc on a un écosystème en ébullition.
Bien entendu, le milieu du Web 2, c'est le plus grand. Il y a beaucoup de gens, analystes qui disent vers le 2030, on va basculer sûrement, mais lentement. Comment on peut profiter maintenant de l'écosystème qui est en évolution, cher Ethan, du Web 3, selon toi? Alors déjà, je vais rapidement juste terminer sur la question précédente par rapport à la décentralisation. Je voulais rajouter des petits exemples. On peut commencer par quelque chose de simple. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, une anecdote que j'aime bien, c'est vis-à-vis de Vitalik Buterin et la raison pour laquelle il avait créé la blockchain Ethereum. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que une de ses visions, c'était de permettre de pousser l'expérience du gaming un peu plus loin, et notamment l'intérêt d'avoir les smart contracts et les non-fungible tokens pour tout ce qui va toucher au gaming avec les collectibles. C'est quelque chose qui est quand même vachement intéressant. Donc déjà, par rapport à ça, la vision de Vitalik, pour moi, me semble intéressante comme étant un premier point, comme un premier potentiel d'avenir de cette technologie-là. Donc le gaming, c'est intéressant. Ensuite, par la suite, le fait de pouvoir retirer les intermédiaires dans la relation entre les individus, c'est quelque chose qui va permettre à l'avenir. Par exemple, prenons un exemple simple, une place de marché qui met à disposition des talents pour des entreprises. Aujourd'hui, la plupart des plateformes dans le Web 2, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont stocker l'argent et elles vont centraliser en fait toutes les transactions au sein de leur entreprise. Et à la fin de la mission, elles vont débloquer les fonds et les envoyer elles-mêmes. Donc on a une chaîne avec nos 3 étapes. Mais je peux poser une question toute simple. Dans le cas où l'entreprise fait faillite, au moment où vos fonds sont stockés sur la plateforme, qu'est-ce qui se passe? Bonne question. La réalité, c'est que dans le cas où une entreprise fait faillite, vous le savez tous, c'est terminé. L'argent sera perdu et vous n'aurez aucun moyen de le toucher. L'intérêt, la force de la blockchain dans ce cas d'application, enfin dans cette application-là, ce serait de dire, grâce au smart contract, on va pouvoir utiliser les propriétés qui vont permettre de stocker l'argent à l'intérieur comme un espèce de coffre-fort, un escroc. Et donc finalement, ce qui va être intéressant, c'est que on enlève les intermédiaires et le contrat, le smart contract, relie l'entreprise et le freelance. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que nous, avec PayConsent, c'est exactement ce qu'on fait. On relie des entreprises avec des freelances. Et l'idée, c'est d'amener l'outil qui permet de le faire sans jamais avoir à toucher l'argent. Donc voilà, je pense que c'est un moyen dans le Web3 d'amener plus de confiance et d'améliorer ça, quoi. Assurer d'avoir l'argent, c'est toujours un cas d'usage vraiment efficace et précis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Donc là, nous avons vu que finalement, la pertinence du Web3 ne se discute plus, même s'il y a des acteurs dans le Web 2 qui ne sont pas encore convaincus. Donc il faut avoir de la pédagogie et d'aller vers eux pour leur convaincre de la pertinence des cas d'usage. Sans oublier, et je pense que je parle sous le contrôle de Michel, que dans le domaine financier, ils le savent, mais ils ne veulent pas justement faire perdre le pouvoir assez rapidement. Donc je reviens vers toi, cher Michel. Tu sais très bien comme dans le Web 3, elle est toujours associée pour Madame Michou pour tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Ce n'est pas forcément le cas. Comment on pourrait justement dire que ça ne se résume pas à la crypto-monnaie, le fait de faire passer vers le Web 3? J'ai besoin de quelques minutes. 4-5 minutes, grand max. Merci. La question, elle est profonde parce que déjà, dans le mot crypto-monnaie, il y a au début le mot crypto qui rappelle la cryptologie. Tout a commencé par les mathématiques et la sécurité informatique. D'ailleurs, même l'e-commerce au monde, les paiements électroniques, la monnaie électronique que nous avons aujourd'hui par carte bancaire, etc., n'ont pas pu commencer avant l'invention par Rivest, Adelman et Shamir du protocole RSA. Il y a plein d'autres protocoles cryptographiques ou cryptologiques, si vous voulez, qui ont permis le fait qu'on puisse s'échanger de la valeur sur Internet, de façon électronique d'abord, puis après sur Internet, puis maintenant grâce à la blockchain. Donc le mot crypto-monnaie commence d'abord par la crypto. Ensuite, la partie monnaie. Moi, je suis membre du board de France Payment Forum. C'est une association entre la Banque centrale, les banques, les industriels de paiement. Nous avons publié un glossaire qui s'appelle le glossaire des crypto-paiements, dans lequel il y a 80 mots en français bien définis de l'industrie blockchain. Et le mot monnaie et le mot crypto-monnaie, ils ont pris 6 mois pour être définis. Il y a eu des débats entre les banquiers centraux, les banquiers, les savants. Parce qu'on préfère crypto-actif dans le monde financier. Déjà, le mot crypto-monnaie, ils doivent le définir. Mais à quelle définition leur donner? Le mot, il existe. Il est rentré dans la circulation. Il faut donner une définition. Bon.
Donc je vous laisse d'abord regarder si vous voulez ce glossaire-là sur Internet. Ensuite, quand on parle du conviction des gens que le Web 3, ouais, c'est peut-être pas mature, il y a peut-être des choses plus importantes maintenant, comme l'IA par exemple. Après, je réponds bien sûr à la question. Mais il faut savoir que le Web 3, il est plus mature que l'IA. Alors, je vais peut-être choquer quelques-uns en disant ça, parce qu'on est tous choqués par GPT. C'est puissant, GPT. Mais non, vous vous trompez complètement. Toute la puissance que vous voyez, toutes les puissances que les gens voient dans GPT, c'est rien. C'est pas du tout assez puissant. C'est juste une étape d'après, un peu plus supérieure à Google. Alors, je vais donner des exemples très réels. L'IA, comment elle fonctionne aujourd'hui? Il y a un auteur, je le répète toujours, hein, c'est George Gilder, qui a publié un livre qui s'appelle Life After Google, The Fall of Big Data and the Rise of the Blockchain Economy. Lui, c'est qui? C'est un ingénieur qui était l'ami de Steve Jobs, Tim Cook, Bill Gates, enfin les fondateurs de Oracle, Microsoft, Google, Apple, Facebook, etc. Et il n'était pas juste ami journaliste, c'était un ingénieur qui construisait des systèmes avec eux. Et donc il a vu les data centers qui faisaient de l'IA, dans lesquels il y avait l'apprentissage. Des data centers dans lesquels il y avait des centaines de milliers, parfois des millions de cartes graphiques. Ils étaient en train de faire de l'apprentissage pour lorsqu'on donne une photo, est-ce que c'est un chat ou un chien? L'algorithme va vous dire, ah bah c'est un chien en fait. L'apprentissage, il boit une rivière comme la Seine chaque jour pour se refroidir, et il prend une station nucléaire en électricité pour tourner. Et il a dit que le cerveau d'un enfant, qui a, je ne sais pas, peut-être à cet âge-là, 3 ans, avec 14 watts, il fait même apprentissage. Donc on peut être surpris et agréablement content de l'avancée de l'IA, c'est très très bien, mais c'est infiniment immature. Malgré toute sa puissance. Hein. On prend des data centers, des stations nucléaires pour apprendre le modèle, alors que le cerveau d'un enfant à 14 watts fait le même apprentissage. Et même ChatGPT, il n'a pas de conscience, il ne comprend pas ce qu'il dit. Il a été entraîné par notre connaissance commune. Alors effectivement, la somme de tous, elle est supérieure à ma connaissance à moi, mais elle reste inférieure à la somme. C'est-à-dire que la somme de l'intelligence humaine, dans les livres, dans les data centers, dans les bases de données, GPT, il reste inférieur à la somme de l'intelligence humaine. C'est très bien, ça va me dépasser encore à moi, et peut-être à vous aussi, mais ce n'est pas divergent. Il y a un théorème mathématique qui prouve que l'IA ne sera jamais divergente. Je ne veux pas rentrer dans ces débats, mais parlons maintenant de la blockchain. Divergente, ça veut dire qu'elle n'aura jamais de conscience. Elle ne sera jamais supérieure à l'entrée à l'intérieur. Oui, oui, très très bien, avec grand plaisir. On peut débattre de tout sauf des théorèmes mathématiques prouvés, mais avec grand plaisir. On peut refaire la démo si nécessaire. Donc en gros, pour revenir maintenant à la blockchain, pourquoi la blockchain elle est plus profonde? Parce qu'elle change l'infrastructure de la société. Elle change l'infrastructure de l'économie. Ce que ne fait pas encore l'IA. L'IA, elle vient changer une couche superficielle. Ça veut dire quoi? Je donne la RPA, Robotic Process Automation. Il vient cliquer à votre place, il vient taper sur le clavier à votre place. Il ne change pas le process, il ne change pas l'infrastructure. Il vient automatiser le bout de la chaîne. Alors que la blockchain, elle vient changer la chaîne. Les smart contracts et la logique du Web 3, elle vient pour reconstruire ce que nous faisons en Web 2 d'une façon complètement différente, en partie distribuée, en partie automatisée. Maintenant, la question, elle était plutôt sur les cas d'usage et pourquoi ce n'est pas que la partie crypto-monnaie. Bitcoin, il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'on dit que Bitcoin, oui, c'est peut-être quelque chose, mais Web 3, c'est plus important, blockchain, c'est plus important, il faut vraiment ne pas oublier Bitcoin. Bitcoin est plus grand que la blockchain aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est plus grand que Web 3 aujourd'hui. Bitcoin, il est le premier excellent cas d'usage d'une distribution d'une chaîne de valeur complète qu'on a mis plus de 1000 ans, 2000 ans à mettre en place. Moi, je viens de l'industrie de paiement. Lorsque vous payez avec votre carte bancaire 100 €, je vous donne ça en très vite. Le commerçant reçoit 98 en moyenne. Il y a 2 €, 2%. En fait, c'est 2 à 4% qui sont évaporés en chaleur dans le système. Ils vont où? Ils vont à 15 intermédiaires cachés que vous ne connaissez pas tous. Il y a la banque acquéreur, la banque émetteur, il y a le scheme card, il y a l'opérateur télécom, il y a le fournisseur du wallet, il y a l'accepteur. Enfin, il y a plein d'intermédiaires sur la chaîne de valeur. Je vous ai parlé d'une chaîne de valeur spécialisée. Et que le meilleur cas d'usage de la blockchain, c'est lorsqu'il y a une chaîne de valeur très spécialisée. Et ceux qui connaissent Nassim Taleb, il dit lorsqu'il y a quelque chose qui est très très optimisé, il est très très fragile. Cher Michel, je vais juste faire justement, tu me tends la perche. Donc on est convaincu par la blockchain, on est convaincu par le Bitcoin. Beaucoup de personnes pensent que le Web3 est uniquement blockchain et Bitcoin, c'est au-delà de ça. Comment on peut faciliter justement cette adoption
aux masses des gens qui sont justement dans le Web 2. Ok, je donne deux exemples concrets. Vous prenez par exemple aujourd'hui Amazon, Azure, les data centers dans lesquels on stocke nos données. Les données des entreprises, même vos données cloud par exemple, ils sont stockés. Je suppose que vous êtes soit chez Google Cloud, soit chez Microsoft Cloud en général, ou Apple pour ceux qui ont iCloud. Aujourd'hui, il y a plein de solutions sur le Web3. Pour nommer quelques-uns, il y a Filecoin, il y a le Storj, il y a Siacoin, qui permettent à monsieur et madame tout le monde de mettre à disposition d'Internet leur disque dur, leur espace de stockage supplémentaire, et stocker d'une façon 100 fois, 1000 fois plus sécurisée que Azure, plusieurs fois plus redondant que chez Azure, c'est-à-dire plus sécurisé, plus fiable, même plus rapide, et plus autonome et moins de risque de cette entité centrale qu'elle se fasse hacker ou qu'elle se fasse casser. Et ça, c'est ce que le Web3 il a apporté. C'est un cas d'usage. Il y en a plein d'autres, comme la partie ordinateur sur Internet. Aujourd'hui, lorsqu'on veut exécuter, on stocke les serveurs web chez Microsoft Azure, chez OVH, chez quelqu'un. Pareil, sur la partie hosting, il y a du hosting sur Internet, sur le Web3. Le Web3, comme je vous ai dit, il vient industrialiser tout ce que le Web2 il a fait dans Internet. Avec une promesse, si je peux me permettre, que le Web3, on prend le contrôle de nos données. Et donc, qui dit données, voilà, qui dit données, des sécurités. Et là, j'ai envie de dire certaines questions à Benjamin et à toi tout à l'heure. Mais si tu as envie de réagir, tu peux. Ouais, j'aimerais réagir justement sur ce que tu disais. Tu demandais comment on ferait pour démocratiser le Web3, pour l'ouvrir sur le monde. Je pense que on a entendu une première approche qui était intéressante. Et moi, je porte une vision en tout cas qui est simple. Pour la petite histoire, à l'origine, par exemple, si on remonte dans les années 80, quand on avait IBM qui contrôlait un peu le marché de la micro-informatique avec les ordinateurs et qui justement proposait des ordinateurs qui étaient surtout adaptés aux professionnels, aux entreprises, éventuellement aux développeurs de logiciels, parce que c'était quand même des produits qui fonctionnaient avec des lignes de commande. C'était quelque chose qui n'était pas du tout facile à utiliser pour les gens normaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on a Steve Jobs qui est arrivé et qui, lui, avait une vision qui était très claire. Il voulait démocratiser l'ordinateur pour le mettre en fait dans le foyer de tous. Et pour ça, il s'est inspiré, en fait, comme on dit, il y a cette fameuse citation que moi j'aime beaucoup, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Et en fait, c'est exact, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Steve Jobs en fait avait vu chez Xerox la première interface graphique pour un ordinateur. Il a directement décelé le potentiel et il s'est dit que le futur de l'informatique, de l'ordinateur, comme on connaît tous aujourd'hui, c'était en fait via une interface graphique simple à utiliser, compréhensible facilement par tout le monde. Et donc par rapport à ça, je porte la même vision que lui sur tout ce qui touche à la blockchain. Je pense que la blockchain, c'est une technologie qui est extraordinaire, qui permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire sans. Mais ça reste quelque chose de niche. Ça reste quelque chose qui est quand même encore trop tourné vers les techs, les passionnés, les gens qui veulent vraiment faire l'effort de comprendre. Et c'est très bien. Et je pense que voilà, le meilleur moyen d'amener cette technologie niche vers le grand public, c'est de l'abstraire, c'est faire une abstraction totale de cette technologie-là, la rendre invisible pour qu'on mette dans les mains de tous des technologies très complexes avec des outils très simples. Merci beaucoup. J'ai deux questions que j'ai envie de vous poser à vous trois. Donc vous pouvez prendre le micro quand vous voulez. La promesse du Web3, c'est d'avoir accès à nos propres données, d'avoir le contrôle. Quels sont les enjeux de sécurité? Comment on peut être confiant de dire à un public qui vient du Web 2, on leur dit voilà, avec le Web 3, tu vas avoir le contrôle de tes données. Est-ce qu'une personne pourrait répondre à cette interrogation? Déjà, moi j'ai envie de poser la question, est-ce que les gens ont envie de contrôler leurs données quand on voit qu'ils n'ont même plus envie de contrôler leur mot de passe? Dans l'hypothèse qu'ils contrôlent les données. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je pense que si on veut aller vers ça, il faut qu'ils contrôlent leurs données sans qu'ils soient même au courant. Et qu'ils puissent interagir de manière très simple et très facile. Comme moi, le Web 2, je sais en parler, mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Zéro idée. Et je pense qu'il faut aller vers ça pour la blockchain avec de plus en plus déjà de formation, d'acculturation, parce que même dans les boîtes, c'est très difficile, et après de simplicité. Parce qu'aujourd'hui, on parlait de couches, mais déjà, il y a déjà beaucoup de couches. Il faut avoir un wallet. Il y a des clés. Il y a une clé publique, il y a une clé privée.
Déjà, ça, c'est 3 mots qui perdent, c'est tout le monde. Et même moi, quand je fais des transactions en crypto, je flippe, alors que je suis sûr de ce que je fais. Mais qui ici ne flippe pas quand on envoie une vraie transaction? Tout le monde. Et on va regarder, on actualise, ça fait 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pas encore assez fluide, je pense, pour monsieur, madame Michu, comme tu disais. Donc pour l'enjeu de sécurité, vu que la promesse du Web3, on dit dans le Web2, on ne contrôle pas nos données, dans le Web3, on va contrôler nos données, je suis tout à fait d'accord, Benjamin. Lorsqu'on se lève le matin, on ne pense pas forcément contrôler les données, on pense à d'autres impératifs, le salaire, l'inflation, à d'autres problèmes, alors que la promesse du Web3, c'est contrôler les données. Comment on peut rassurer les personnes qu'on peut avoir la sécurité d'accès à ces données? Tout commence par vraiment la conviction et la compréhension. Et ça, ce n'est pas du tout gagné. Je donne l'exemple sur la partie monnaie, parce que moi, j'ai des origines libanaises, je suis franco-libanais. Au Liban, on a perdu notre argent dans les banques. Tous les Libanais qui avaient de l'argent dans les banques, enfin, pas tous, pardon. Ceux qui étaient riches, qui savaient que ça allait s'effondrer, ils ont sorti leur argent avant. Mais les gens normaux, ils ont tous perdu leur argent. Ça veut dire des économies de vie. Parfois des millions de dollars, hein. Parfois juste quelques années de salaire pour vivre, quoi, de retraite. Ça veut dire quoi, perdre l'argent dans la banque? Ça veut dire que vous, en France, vous vous réveillez, on se réveille un jour, on nous dit bah oui, il n'y a plus rien à la banque. Ah, la banque, elle est ouverte, il n'y a plus rien. La carte ne marche plus, pas de virement. Elle est où l'argent? En fait, elle n'est pas là. Et c'est les gens qui vont découvrir en fait, qu'il n'y avait jamais de l'argent dans la banque. Il y avait juste un système qui fonctionnait pour vous donner encore et encore et encore du crédit. On appelle ça la monnaie électronique. Ça veut dire que c'est la banque qui l'émet. C'est pas l'euro, c'est l'euro de la Société Générale. Et c'est l'euro de la BNP. Donc si la BNP a un problème, l'euro de la BNP n'existe plus. Et donc on a des mécanismes de garantie en France. Voilà. Mais si les gens ont conscience, prennent conscience que en fait, ils n'ont pas la propriété de la donnée et ils n'ont pas même la propriété de leur propre argent. Michel, je vais juste dire, c'est ce qu'on appelle les fonds propres d'une banque. Je parle vraiment ça s'appelle la monnaie électronique. La monnaie électronique, c'est la monnaie commerciale, monnaie scripturale. Scripturale, ça veut dire que la banque l'écrit sur ses livres, donc elle existe, parce que la Banque centrale lui donne une licence d'émettre monnaie. Bon. En revanche, elle ne vous appartient pas. Elle appartient à la banque. Vous avez un droit d'usage là-dessus. Donc si la banque l'a perdue, pour quelque raison que ce soit, vous ne l'avez plus. Donc si les gens prennent conscience de ça, ils se disent peut-être que je vais quand même garder de l'or chez moi ou du Bitcoin. C'est de là où Bitcoin il est né. C'est de cette logique que Bitcoin est né. Rappelez-vous, c'était 2008, crise économique mondiale. Donc les gens ils se sont dit, je ne peux pas garder l'or, je veux quelque chose que je peux garder électroniquement, je veux de l'argent 2.0, je veux de la monnaie d'Internet. Ils ont inventé Bitcoin. Donc si les gens ont conscience de ça sur la monnaie, ils peuvent avoir conscience de ça sur la data. Ça prend du temps, énormément de temps. Et Visa, par exemple, elle est consciente de ça. Visa, elle dit, jusqu'à ce que les gens prennent conscience que leur moyen de paiement, c'est moi qui prends une grosse partie de la commission et je fais des centaines de milliards d'euros par an en revenus, alors que moi, j'ai besoin de quelques millions d'euros pour tourner, les gens ne vont pas se rendre compte de tout ça. Moi, je suis déjà bien établi, jusqu'à ce que les gens se réveillent. Courage, j'étais au Salvador. Le Salvador, il a pris une monnaie nationale, c'est le Bitcoin. Sa monnaie nationale, c'est le Bitcoin. Et vous voyez partout des publicités de Visa. C'est Visa, ils ont dit, on a le terrain, nous. Eux, ils ont la réglementation. J'ai envie de faire une petite publicité. Il y a sur Internet, YouTube, son passage au Salvador, comment il a toujours acheté avec ton téléphone et en Bitcoin. Ah oui, j'ai vécu toute une semaine au Salvador en payant encore avec Bitcoin Lightning, sans cash, sans carte bancaire, sans rien du tout. C'est un pays un peu extraordinaire, oui. Mais là, on voit sur le terrain qu'on peut payer partout en moins d'une fraction d'une seconde. Ça prend 200 millisecondes pour ceux qui sont intéressés, ou 500 millisecondes. Alors qu'une transaction bancaire, elle prend 48 heures en moyenne, jusqu'à ce que le commerçant reçoit les fonds. Voilà. Merci beaucoup. Là, on arrive vers la fin. J'ai juste une petite question à vous trois. Donc, on dit que le Web3 facilite justement l'interopérabilité des plateformes. Ça permet justement d'encourager les personnes dans le Web3 de basculer, dans le Web2, pardon, de basculer dans le Web3. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous dites oui, ça permet aussi de l'interopérabilité des plateformes avec le Web3? Oui, bien sûr, je pense que c'est quelque chose qui est important. Dès l'instant où... En fait, pour rebondir un peu aussi sur ce que tu disais juste avant, je pense que un des moyens qui permettra de pousser les gens à utiliser, adopter la blockchain facilement, en fait, moi je pense vraiment qu'on peut le faire en deux phases. Dans un premier temps, on ferait ça par l'abstraction, les gens l'utiliseraient, se rendraient compte après coup de ce que ça leur apporte, et donc par la suite, là à ce moment-là, nous on sera là pour les éduquer dans un deuxième temps, leur expliquer comment ça marche, quels sont les intérêts. Et donc, de ce point de vue-là,
L'interopérabilité, c'est quelque chose d'important. En fait, je pense qu'à terme, on n'aura pas une seule blockchain qui fonctionnera. On en aura vraiment plusieurs qui co-travailleront, co-fonctionneront ensemble. On a déjà des exemples intéressants, même d'écosystèmes. Je pense à Cosmos, je pense à Polkadot. Je trouve ça vraiment pertinent. Et ouais, je pense qu'on part sur un avenir interopérable. C'est envie de garder en mémoire le mot de la fin comme conclusion. Quelles seront vos conclusions à vous trois pour faciliter justement l'adoption, pour faciliter le passage au Web3, aussi bien des personnes que des entreprises? Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques instants afin de pouvoir libérer la salle? En 2 mots, c'est formation, apprentissage, test. Il faut vraiment essayer. Alors ça peut commencer par acheter avec 10 euros, 100 euros, 50 euros un peu de crypto ou des NFT, mais ça ne suffit pas, il faut vraiment s'acculturer. Donc il y a des formations, il y en a plein. Les personnes de l'écosystème ont déjà créé des formations adaptées à différents cas d'usage. Moi, typiquement, c'est pour devenir consultant en blockchain et en crypto-paiement. Il y en a plein d'autres sur devenir développeur Web3, etc. Et il faut surtout tester. Si vous ne testez pas, si vous n'apprenez pas, vous allez peut-être louper une révolution numérique qui est déjà en cours. Ce qui donne des opportunités de travail, justement. Absolument. Alors, justement, sur la partie recrutement, depuis 2 ans, les recrutements de profils Web3 non seulement augmentent, mais ils sont très rares et ils sont très, très, très valorisés. Donc ça, c'est un fait, parce que je travaille avec des recruteurs et je sais, lorsqu'on recrute pour des entreprises en Europe, combien ça coûte de trouver quelqu'un, combien c'est difficile de trouver quelqu'un de qualifié dans ce domaine. Donc si vous êtes ingénieur, par exemple, je suppose, s'il y a parmi vous des ingénieurs, des développeurs, apprendre à faire du Web3 ou apprendre à faire de l'IA, il faut faire peut-être les deux, mais il faut surtout aussi faire du Web3. Parce que là, vous êtes certain de trouver une valorisation élevée. Et même une valorisation différenciante. Voilà. Moi, j'ai envie de dire plus d'excuses. Si vous cherchez la formation, moi, j'en ai monté une sur les Selska, mais qui est très focus trading parce que c'est mon cœur de métier. Ça prend quelques semaines néanmoins, mais il y a une autre formation qui est NFT Biarritz, 21-22 août, 2 jours, où là, on revient à exactement ce que tu disais. Vous allez vous former, vous allez tester et vous allez voir des professionnels qui travaillent. Quand vous venez à NFT Biarritz, je vous assure, c'est ma grande promesse en tant que responsable du content de NFT Biarritz, c'est que n'importe qui vient sera acteur de l'événement. Peu importe, que vous soyez speaker, première fois que vous découvrez la blockchain, que vous allez créer un workshop, vous êtes sûr d'avoir une chose à faire et vous allez manipuler et des gens sont là pour vous aider. C'est pas on fait une conférence, un workshop, il y a une personne qui parle et puis on écoute à moitié, on sait pas trop. Non, il y aura des assistants qui viendront derrière vous pour voir, ok, ça t'as du mal à le faire, on va voir ensemble, jusqu'à que vous maîtrisiez. Alors après, bien sûr, on ne va pas vous forcer, mais voilà. Merci beaucoup. Je serai à NFT Biarritz, donc tu m'as convaincu. Et voilà, et juste pour terminer, je voulais dire un truc. Je pense que l'écosystème Web3, c'est un écosystème extraordinaire parce que ça bouge dans tous les sens. Toutes les semaines, tous les mois, on voit des nouveaux trucs, des nouvelles choses émerger. Il y a des centaines d'opportunités qu'il faut savoir saisir, que ce soit des airdrops, que ce soit des listings de tokens, que ce soit même des opportunités de solutions à développer. On est encore au début de quelque chose, encore dans un écosystème très jeune. Comme j'aime bien le dire, il y a des opportunités à chaque coin de bloc. Et je pense que vraiment, il y a tellement de choses. Ça peut être peut-être un peu déstabilisant au début, mais au contraire, il faut se lancer, il faut y aller, mettre un petit peu d'argent aussi pour pouvoir tester, apprendre, comprendre. Et une fois qu'on aura fait ça, on va forcément finir sur quelque chose qui prendra et qui marchera. Merci beaucoup, merci à mes panélistes. Merci de votre sujet très important. On pourra l'aborder après la conférence. En tout cas, on est obligé de libérer, parce qu'il y a d'autres conférences qui vont venir. Merci à vous de vos précisions et la réponse à vos questions. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de votre attention. Et à tout à l'heure. Merci, merci.